Entre les pourparlers qui s'enlisent, une rhétorique militaire qui monte d'un cran et des alliances qui se fissurent, eh bien le jeu diplomatique mondial n'a jamais semblé aussi complexe. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une analyse géopolitique pour tenter de décrypter les forces qui sont en train de redessiner les relations internationales. Pour y voir un peu plus clair, on va explorer tout ça en 4 temps. D'abord, on va faire le point sur l'état actuel des négociations. Ensuite, on se penchera sur les exigences, parfois très lourdes, qui sont sur la table. Puis, on ira voir ce qui se dit sur le front, avec des informations souvent contradictoires, et on terminera avec les divisions politiques qui, elles, ne cessent de s'aggraver. Allez, on commence tout de suite. Notre première partie se concentre sur ce fragile paysage diplomatique qui se dessine entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. On est donc à Genève pour une 3e série de négociations. Et tout de suite, on voit que les interprétations de l'ambiance divergent complètement. D'un côté, on nous parle d'une atmosphère tendue et de l'autre, on la qualifie de professionnelle. Rien que ça montre à quel point la guerre de la communication est aussi importante que les discussions elles-mêmes. Et cette différence de communication, elle devient encore plus nette ici. La délégation russe, elle, choisit un terme très neutre, professionnel. Pendant ce temps, les responsables américains préfèrent un ton beaucoup plus optimiste, en parlant d'échanges positifs et productifs. Ces mots, bien sûr, ne sont pas choisis au hasard. Ils révèlent les stratégies et les objectifs de chaque camp. Pendant ce temps-là, un entretien du président Zelensky, rapporté par Axios, met en lumière ses propres conditions. Il refuserait catégoriquement toute cession de territoire, proposerait un retrait mutuel des forces et insisterait pour rencontrer Poutine en face à face. La source mentionne aussi une frustration palpable à l'égard du négociateur en chef russe. Nous n'avons pas le temps pour toutes ces conneries. La phrase attribuée à Zelensky est pour le moins directe. Elle traduit une frustration évidente et met en lumière le fossé qu'il y a entre l'urgence sur le terrain et le rythme jugé trop lent des discussions diplomatiques. Et comme si la situation n'était déjà pas assez compliquée, voilà qu'une présence inattendue vient jeter le trouble, celle de Jonathan Powell, un conseiller britannique de haut rang à Genève. Sa venue, qui n'était pas annoncée, alimente forcément les spéculations sur une possible tentative d'influence en coulisses. Au-delà des négociations directes, les tensions se manifestent aussi par des exigences très claires et des jeux de pouvoir sur d'autres fronts. On pense notamment à l'Iran, c'est ce qu'on va voir maintenant. L'analyse qu'on étudie détaille ce que la Russie aurait demandé aux États-Unis. Et les demandes sont claires. Primo, annuler les décisions du sommet de Bucarest de 2008, celui qui ouvrait la porte à l'Ukraine et la Géorgie. Deuxio, une garantie écrite contre toute nouvelle expansion de l'OTAN. Et tertio, un retrait des missiles déployés en Europe de l'Est. Et quasi en même temps sur le dossier iranien, l'analyse rapporte que Téhéran aurait mis sur la table des concessions assez importantes pour relancer l'accord sur le nucléaire. On parle d'une pause dans l'enrichissement, d'un transfert de stock, tout ça en échange bien sûr de la levée des sanctions. Mais attention, pendant que les diplomates discutent, les militaires, eux, s'activent. Et c'est là qu'il y a un paradoxe assez énorme, souligné par la source, un renforcement militaire américain très significatif dans la région, avec des dizaines d'avions déployés. C'est un signal clair que malgré les discussions, la tension reste maximale. Cette déclaration, attribuée au guide suprême iranien, illustre parfaitement cette montée de la rhétorique. C'est une réponse directe au déploiement naval américain, et ça montre que chaque camp veut bien afficher sa détermination, et surtout ses capacités militaires. Bon, on a parlé diplomatie, on a parlé menaces, maintenant allons voir ce qui se passe sur le terrain. Et c'est là que la situation devient encore plus floue, avec des rapports et des affirmations souvent impossibles à vérifier. C'est le fameux brouillard de la guerre. La question qui est sur toutes les lèvres dans cette partie, c'est de savoir s'il y a eu, oui ou non, une avancée significative sur le terrain. Le problème, c'est que les rapports à ce sujet sont profondément contradictoires. Ça crée une confusion totale sur la situation réelle. Et là, c'est vraiment le grand écart. D'un côté, une source très respectée, l'Institute for the Study of War, annonce une contre-offensive ukrainienne réussie. Mais de l'autre, une chaîne de cartographie ukrainienne, Deep State UA, montre une image totalement inverse. Non seulement pas de gars ukrainiens, mais carrément des avancées russes. Alors qui croire? Difficile à dire. La réalité du terrain est complètement noyée dans cette guerre de l'information. Ok, petite précision sémantique avant de continuer parce que c'est crucial pour comprendre la suite. Quand on parle d'entrepreneurs civils, selon la source, il s'agit d'opérateurs étrangers qui agissent en dehors de la chaîne de commandement officielle de leur pays. C'est un statut juridique et politique bien particulier. Et c'est dans ce contexte que la source rapporte une information, disons, explosive, en citant le renseignement français. Des pilotes américains et néerlandais, sous ce fameux statut de contractuel, seraient aux commandes de F-16 pour l'Ukraine. Leur mission, intercepter des armes russes à longue portée. Si c'était avéré, ça représenterait une implication occidentale directe d'une toute autre ampleur. Forcément, toutes ces tensions, que ce soit sur le front ou en coulisses, finissent par avoir des répercussions au sein même des alliances. Notre dernière partie explore justement ces lignes de fracture politique qui apparaissent en Hongrie, mais aussi aux États-Unis.
En Hongrie, par exemple, le conflit politique est à son comble. Le Premier ministre Viktor Orban accuserait son principal rival, Péter Magyar, d'avoir passé un pacte secret avec Bruxelles. Selon Orban, si son adversaire gagne les élections, la Hongrie abandonnerait son droit de veto et suivrait les directives de l'UE, ce qui, d'après lui, entraînerait le pays dans la guerre. La source qu'on analyse rapporte aussi une voix influente aux États-Unis, celle d'Hillary Clinton, qui défend une position beaucoup plus dure. Pour elle, il n'y aura pas de règlement juste sans un soutien militaire bien plus conséquent, notamment avec des missiles à longue portée. C'est selon elle le seul langage que le Kremlin comprendrait. Hillary Clinton aurait aussi critiqué très vivement le dirigeant hongrois, allant jusqu'à le qualifier de marionnette de Donald Trump. Cette déclaration, elle met vraiment en lumière les divisions idéologiques profondes qui traversent l'Alliance occidentale, pas seulement sur la stratégie en Ukraine, mais aussi sur la nature même de la démocratie. Pour conclure, le tableau est pour le moins complexe. On a des négociations qui patinent, des démonstrations de force militaire, une guerre de l'information qui fait rage et des alliances qui se fissurent. Dans ce grand brouillard stratégique, une question reste en suspens. Quelle sera la prochaine étape? Et la réponse, pour l'instant, personne ne semble vraiment l'avoir.